Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de cette émission Point de rupture en association avec le mensuel Rupture. Et nous avons ici Pierre Lévy, rédacteur en chef du mensuel. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien, depuis la dernière fois. Je crois que notre émission a connu un bon début avec les deux premières émissions. Donc on va aujourd'hui avoir un débat contradictoire et je compte bien que le succès sera au rendez-vous. Voilà, donc cette émission aujourd'hui est consacrée à la question brûlante de l'Ukraine et notamment de l'Union européenne face à l'Ukraine et la question de la livraison des armes par l'Union européenne à l'Ukraine. Doit-on, oui ou non, livrer des armes à l'Ukraine ? Et pour en parler, nous avons ici comme invité François Poulet-Matisse. François Poulet-Matisse, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, vous avez été rédacteur en chef à France 3 Europe, donc vous êtes un spécialiste des questions européennes. Vous avez d'ailleurs écrit un livre, votre dernier livre s'intitule « Brexit, une chance pour l'Europe », point d'interrogation, écrit avec Nicole Fontaine, ex-président du Parlement européen. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, Pierre Lévy, donc, cette émission sera divisée en deux, je le reprécise. Une première partie accessible à tous et une deuxième partie accessible à nos abonnés, à la fois de Rupture et du Média pour tous. Donc, dans une première partie, nous allons parler de cette livraison d'armes à l'Ukraine. Où en sommes-nous ? Comment les livre-t-on ? Qui les livre ? Pourquoi ? Et est-ce légitime d'en livrer ? Et dans une deuxième partie, nous parlerons donc des conséquences de ces livraisons d'armes sur l'avenir. Absolument. Et notamment sur le point de savoir si ça divise ou si au contraire ça rapproche les pays. Et je pense que c'est un facteur de contradiction pour l'avenir. Alors, pour commencer ce débat, François Poulet-Matisse, je me tourne vers vous et je vous pose la question, faut-il, oui ou non, livrer des armes à l'Ukraine ? Bon, cette question, elle est évidente, mais elle appelle tout de suite une réflexion. Qui est en guerre ? Il y a eu un conflit, il y a eu une action, le 24 février dernier, qui est très claire. Il y a un pays qui a délibérément agressé un autre pays. Bon. Dans quelles conditions ? On le connaît maintenant, sur décision du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, qui est de dire, apparemment, au début, les choses n'apparaissaient pas claires, c'était une espèce d'intervention, opération militaire spéciale pour lutter d'une part contre un pouvoir qui était à la fois corrompu et infiltré par des nazis, et d'autre côté pour protéger la population, soi-disant menacée dans ce pays qu'est l'Ukraine. Mais derrière ça, il y avait manifestement une volonté délibérée de changer le régime de Kiev et puis également de récupérer les territoires, non seulement les territoires déjà acquis, comme la Crimée ou les deux républiques autonomes du Donbass, mais aussi dans l'esprit de Vladimir Poutine d'essayer de re-ancrer l'Ukraine dans un ensemble beaucoup plus grand et beaucoup plus obéissant, disons, à une volonté hégémonique de Moscou. Voilà, ça c'est le cadre. Donc par rapport à cette action militaire, qui a eu immédiatement des effets importants, puisqu'elle a eu des effets sur la population civile, qui a été directement attaquée, les principaux centres énergétiques ukrainiens ont été attaqués, ont été détériorés. Donc manifestement, ça n'était pas simplement une opération ponctuelle, mais c'est une véritable guerre qui a été déclenchée par la Russie de Vladimir Poutine contre un autre pays indépendant qui était l'Ukraine. Par rapport à cela, est-ce qu'il fallait effectivement ne rien faire ? Je parle des pays occidentaux, de ceux qui ont décidé finalement d'agir, c'est toute la question. Le problème, c'est effectivement de savoir comment devient-on un acteur direct dans un conflit. Il est évident que si les Européens, et notamment les États-Unis, avaient décidé d'intervenir directement, militairement, sur le terrain pour défendre l'Ukraine, on pourrait considérer effectivement qu'ils prenaient part véritablement au conflit. Et ils prenaient le risque, dès ce moment-là, effectivement, de faire une gradation supplémentaire, donc de déclencher, pourquoi pas, une véritable guerre mondiale. Donc l'idée, c'était de dire comment aider les Ukrainiens à se défendre, tout bonnement. Et c'est là que l'option d'une livraison d'armes, de matériel sans les personnels qui vont avec, mais matériel, formation des Ukrainiens pour qu'ils puissent utiliser ce matériel, pour les permettre effectivement de résister, et notamment dans la durée. Voilà la véritable problématique qui était posée. Donc, on le sait maintenant, il y a eu une décision très claire d'un certain nombre de pays occidentaux
États-Unis d'intervenir pour aider militairement par le biais de fournitures militaires, d'aider l'Ukraine sans intervenir physiquement au niveau effectivement de militaires, de soldats sur le terrain. Voilà où on en est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en déduire pour autant que l'Occident, que les pays occidentaux sont directement impliqués dans le conflit ? Je ne le crois pas. Mais on peut toujours discuter là-dessus. Toujours est-il qu'effectivement, les Occidentaux, visiblement, cherchent une situation dans laquelle ils ne seront pas directement engagés dans ce conflit. C'est pour ça que la question est très délicate et qu'on risque effectivement de s'engager dans un conflit assez long. Pierre Lévy, je me tourne vers toi. Oui. Est-ce que tu souscris au narratif Évidemment non, ça ne surprendra personne, je suis en désaccord avec un certain nombre de choses que vous avez dites et nous sommes ici pour en débattre. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Ça sera cette fois-ci un débat contradictoire avec des points de vue qui vont s'échanger en toute courtoisie et il y a peu de partisans de l'Union européenne ou de l'intégration européenne qui ont accepté ou qui acceptent de débattre j'allais dire franchement, courtoisement de ces choses, de l'Ukraine ou d'autres d'ailleurs. Et donc, de ce point de vue-là, je vous remercie d'avoir accepté d'être là. Et je crois que c'est important d'avoir un débat contradictoire, car les points de vue sont contradictoires, à commencer par le point de savoir si les Occidentaux sont indirectement engagés. Ils sont directement engagés par un choix. Et je ne partage pas une analyse que vous avez évoquée selon laquelle la guerre aurait été déclenchée par le président russe ex nihilo, alors qu'en réalité, si l'opération militaire spéciale, c'est comme ça que l'appellent les Russes, a démarré en février 2022, en réalité, on ne partait pas de rien et les Russes alertaient depuis déjà des années sur les développements inquiétants de leur point de vue qui avaient lieu en Ukraine, notamment depuis 2014, mais bien avant, et qui les ont poussés à être extrêmement inquiets sur l'avenir de ce pays que les Occidentaux guignent depuis de nombreuses années. Donc il faut replacer tout ça en perspective. Ce n'est pas simplement une guerre qui a démarré en février 2022. Bien entendu, quand on regarde les choses, on ne peut que souhaiter que les hostilités cessent. Le plus tôt sera le mieux, mais il faut débattre sur les causes et sur les conséquences que ça peut avoir. Alors, dans une première partie de ce débat, moi j'insisterai sur l'escalade. Alors, on ne va pas, ça serait évidemment, ça ferait l'objet de d'un débat qui sortirait d'une heure, du cadre d'une seule heure. D'ailleurs, on a parlé avec Jacques Sapir dans une émission précédente des sanctions. Donc là, on va essayer de se concentrer essentiellement sur cette question des livraisons d'armes par les Occidentaux essentiellement. Et de mon point de vue, elle est inquiétante d'abord d'un point de vue qualitatif. C'est-à-dire que les chiffres sont, je cite des ordres de grandeur qui sont tirés dans les chiffres que je vais citer, de l'Institut de Kiel en Allemagne. Les États-Unis, toutes aides confondues, en sont désormais en un an à plus de 71 milliards de dollars. L'Union européenne et les pays européens à 62 milliards de dollars. Et les autres donateurs, entre guillemets, en sont à 23 milliards. Là, c'est toutes aides confondues, militaires, financières, humanitaires, économiques, etc. Donc, de mon point de vue, quand on rajoute de l'huile sur le feu, on prolonge dans le temps les hostilités et on prend le risque que celles-ci durent éternellement, car de mon point de vue, il n'y aura pas un camp qui pourra faire capituler l'autre, écraser l'autre. Et donc rajouter en quelque sorte de l'huile sur le feu ne fait que prolonger et par ailleurs augmente les risques d'une extension géographique du conflit. Car pour l'instant, et c'est déjà un conflit considérable du point de vue des forces et des humains impliqués, mais on n'est pas à l'abri d'un développement incontrôlé qui pourrait provoquer des incendies. Et deuxième chose, sur le plan qualitatif, c'est-à-dire sur le plan du principe tout simplement, je m'oppose et je trouve inquiétant que les pays occidentaux et les dirigeants français pour ce qui les concerne, et l'Union européenne, puisque c'est de ça dont on va parler, je trouve très inquiétant de se positionner dans un camp, en quelque sorte, dans le cadre d'une guerre qui n'est pas la nôtre. Il y a là un conflit qui est né d'un processus qui a vu que la Russie voyait les frontières de l'OTAN s'approcher d'elle en quelque sorte, et qui a réagi, alors on peut trouver la réaction mauvaise, mais en tout cas c'est de là que ça vient. Et donc de ce point de vue-là, nous en tant que Français, nous ne devrions pas être impliqués dans cette guerre. Nous ne devrions pas être partie prenante d'un conflit qui ne nous concerne pas. Et quand vous dites qu'on n'engage pas, en réalité, on est co-belligérant. Alors
je dis les dirigeants français, les dirigeants européens se placent en situation de co-belligérant. Alors, les juristes discutent à perte de vue sur le plan de savoir si c'est vraiment de la co-belligérance, mais concrètement, il y a des armes qui sont fournies. Alors là aussi, je voudrais terminer cette première approche en citant un chiffre, en citant des chiffres. Les États-Unis, j'ai parlé de l'aide globale, mais sur le plan strictement militaire, sont loin devant avec 43 milliards d'euros qui sont consacrés à ces aides militaires. 43 milliards de dollars, 30 milliards pour les institutions européennes et les pays. C'est considérable. Il faut avoir en tête quand même que, pour prendre une comparaison qui concerne la France, mais la réforme des retraites, par exemple, c'était pour économiser une douzaine de milliards. Donc tout ce qu'on nous raconte quand on nous dit on est dans une période difficile, il faut surveiller les dépenses, etc., c'est open bar en quelque sorte pour les livraisons d'armes. Et la dernière chose que je voulais souligner juste dans cette première partie, c'est que les lignes rouges se déplacent au fur et à mesure que la guerre avance. Je rappelle qu'au début de la guerre, les Allemands, pour ne citer qu'eux, on s'était un peu moqué d'eux, enfin pas moi, mais parce qu'ils n'acceptaient de livrer que des casques lourds, matériel défensif, entre guillemets, non létaux. Et de ligne en ligne, de proche en proche, on en est aujourd'hui à la livraison de chars lourds, voire d'avions de MiG tels que viennent les livrer la Pologne, et qui était considéré au début de la guerre comme une ligne rouge à ne pas franchir parce que, disaient les Occidentaux eux-mêmes, on deviendrait co-belligérant. Et aujourd'hui, elle est franchie. Donc, où va-t-on s'arrêter ? Officiellement, il n'y a pas de bottes sur le terrain, c'est-à-dire de soldats occidentaux qui, officiellement, car on dit que les forces spéciales de tel ou tel pays seraient présentes, mais en tout cas, il y a des livraisons massives d'armes lourdes, létales, et qui permettent aux Ukrainiens d'espérer, à tort d'ailleurs, parce qu'ils n'y arriveront pas, d'écraser et de gagner de manière définitive sur la Russie. François Plématis. Je dis simplement une chose, c'est qu'effectivement, les Ukrainiens, même s'ils ne le disent pas, ne doivent pas rêver au fait d'avoir une victoire totale sur la Russie dans ce conflit. De même, la Russie ne peut pas espérer une victoire totale sur les buts du conflit, les buts de guerre qu'elle s'était donnés elle-même, c'est-à-dire de changer le régime de Kiev et finalement d'annexer et de confirmer l'annexion d'une grande partie du territoire ukrainien. Donc sur ces deux aspects, personne n'est dupe. Il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, il faudra bien un jour qu'on s'arrange sur la situation. Mais répétons-le encore une fois, il y a un agresseur et un agressé. Si on considère que le fait qu'un pays directement agresse, envahit un autre pays souverain, si on considère ce fait comme un fait acceptable, en évoquant la géopolitique, en évoquant les intérêts mutuels des uns et des autres, l'histoire, etc. Si on considère qu'une annexion de fait était une chose que l'on peut accepter en droit international, il faut bien accepter que ce n'est pas acceptable. Donc sur ce plan-là, les pays occidentaux qui ont pris parti, parce qu'effectivement, je considère qu'ils ne sont pas engagés militairement au sens physique du terme dans ce conflit, mais ils ont pris parti, ça c'est clair, je vous l'accorde. Ils ont clairement, mais pas tout à fait d'accord, ils ont pris parti pour défendre l'Ukraine et pour empêcher que ce qui s'est passé avec l'Ukraine demain se produise. On voit déjà des influences de Moscou sur un régime qui, lui, un petit pays qui est proche, qui est la Moldavie, d'essayer de déstabiliser un régime pour effectivement espérer un jour pouvoir continuer cette politique d'annexion, entre guillemets. Je crois que l'Ukraine, c'est une ligne rouge pour les Occidentaux. On sait quand même qu'un certain nombre de pays aujourd'hui, et en particulier tous les pays qui faisaient partie du bloc soviétique, aujourd'hui savent très bien ce que c'est que leur sécurité. Ils savent très bien comment il faut défendre leur sécurité. C'est pour ça que la perception que ces pays-là ont de leur sécurité est fondamentale à comprendre. Il n'est pas question, l'Ukraine pour eux, c'est le dernier pion avant de voir effectivement un envahissement d'autres pays, y compris des pays de l'OTAN. Raison pour laquelle Vladimir Poutine aura réussi un exploit formidable, lui qui condamnait directement l'Alliance Atlantique comme une alliance directement menaçante, mais surtout en perte de vitesse, parce qu'elle n'avait plus de raison d'être après la chute du mur de Berlin, eh bien, finalement à tout faux, puisque Vladimir Poutine aura réussi à ressouder, à renforcer l'Alliance Atlantique, et
en plus, à renforcer la solidarité européenne. Il aura finalement tout perdu dans cette affaire. Alors, sur ce dernier point, je crois que nous en parlerons dans quelques minutes, dans la deuxième partie, sur le point de savoir si ça a vraiment renforcé l'unité occidentale et l'unité au sein de l'Union européenne. À mon avis, c'est plutôt facteur de contradiction et de division. Mais on en parlera dans quelques instants. Mais il y a une question que tu as soulevée, c'est la question de est-ce qu'on peut se permettre d'aider l'Ukraine dans ce temps de crise? Alors oui, on va venir sur cette question, mais je voudrais d'emblée insister sur un élément. J'entends ce que vous dites, je ne le partage pas, mais j'entends ce que vous dites en disant cette guerre déclenchée par Moscou, dites-vous, va à l'encontre du droit international. Est-ce que, en quelque sorte, c'est légitime d'aller envahir son voisin ? On peut répondre différemment à cette question. C'est jamais légitime d'envahir son voisin, sauf qu'il y a un certain nombre de cas où il faut comprendre ce qui s'est passé dans le film, dans la séquence précédente. Mais indépendamment de cette question, même si on considère que c'est illégitime, est-ce que pourtant il faut s'engager par des livraisons d'armes, des sanctions, massivement ? Alors, on va venir sur la question du coût, mais est-ce qu'on va, au nom de quoi les Occidentaux s'auto-proclament police du globe et sont censés intervenir à chaque fois que le droit international leur paraît violé. Je rappelle quand même que, du point de vue des dirigeants occidentaux et des Américains qui, pour l'heure, mènent le jeu, mènent le bal, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en matière de violation du droit international et de crimes de guerre, etc., ils ont une longue histoire aussi bien ancienne que récente qui les place très mal pour donner des leçons et, a fortiori, pour s'ériger en quelque sorte en chef de guerre de campagne visant à maintenir le droit international, le bien et l'honneur. Il y a quand même une sorte de paradoxe en quelque sorte que ce camp se proclame, et c'est là que simplement je voulais souligner. Une chose est d'avoir une opinion sur le déclenchement de cette guerre et de la manière dont ça peut... Une autre chose est de s'auto-ériger en police mondiale. Et ça, c'est pas acceptable, d'autant qu'en effet, et tu le soulignais à juste raison, il y a des questions économiques qui rentrent en ligne de compte. Pour ne citer que cet aspect, on rentre dans une économie de guerre. C'est pas moi qui l'invente, je crois que c'est les mots du président Macron, d'une économie de guerre au point que lors du Conseil européen qui a lieu le 20 puis le 24 mars, il y a non seulement des nouvelles livraisons d'armes qui ont été décidées, notamment 1 million d'obus de 155 mm, c'est pas rien 1 million d'obus, hein, et donc pour ça le commissaire Thierry Breton a entamé une tournée de 11 pays européens pour accélérer les productions, mettre en 3-8 les usines qui n'étaient pas, en ciblant 15 grandes entreprises européennes chargées en toute urgence de se mettre en position de livrer j'insiste, pour les années à venir. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, on n'est pas dans le court terme. On anticipe une prolongation d'années et d'années de la guerre. Donc, est-ce que c'est légitime de se mettre en situation d'économie de guerre mais peut-être avez-vous une opinion aussi sur le sujet, le fait qu'un certain nombre de pays en profitent très directement. C'est-à-dire ceux qui sont les plus ultras, les Polonais, les Baltes, en profitent, entre guillemets, en renouvelant complètement. C'est-à-dire ils livrent des armes, ils livrent des munitions qu'ils avaient en stock, anciennes, de type soviétique, et se font remplacer ces munitions par des munitions ultramodernes aux normes de l'OTAN, aux normes atlantiques. Et donc il y a à peu de frais, par exemple pour l'Estonie, il y a 20 fois sa contribution au fonds européen qui finance tout ça est 20 fois plus petite que les sommes qu'elle reçoit pour moderniser et envoyer, pour moderniser son propre arsenal. Donc il y a une attitude opportuniste en quelque sorte. Alors tout ça est compliqué, je veux pas. Mais encore une fois, pour un certain nombre de pays de l'Est notamment, comme la Pologne, qui a l'ambition d'avoir la première armée du continent, ils profitent de cette occasion, en quelque sorte, pour se faire, à peu de frais, renouveler l'ensemble de leur matériel et de leurs munitions. Il y a des profiteurs. Oui. Et j'ajoute, donc tout ça nous porte vers une Europe des marchands, ce que je pourrais appeler une Europe des marchands de canons, mais qui a été consulté ? Qui sait l'ampleur de ces décisions et de ses conséquences ? Est-ce que en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne même, est-ce que le peuple a eu son mot à dire sur ces questions-là ?
Non, mais je pense quand même qu'il y a un consensus. On a vu ce qui s'est passé en Allemagne lorsque l'actuel chancelier Scholz a décidé de multiplier par 10 le budget militaire pour renforcer et pour refaire rentrer l'Allemagne, disons, dans une logique de politique de défense. Mais tous les autres pays sont un peu... C'est une question de perception de sa sécurité. Si finalement les populations des pays d'Europe occidentale acceptent finalement qu'il y ait cet effort, c'est qu'ils ont une perception de leur sécurité dans laquelle ce conflit russo-ukrainien implique directement leur propre sécurité. Ils se sentent menacés ? Non, mais alors, bon, différemment, à des échelles différentes, lorsqu'on se trouve à Paris, lorsqu'on se trouve en France ou lorsqu'on se trouve à la bordure ukrainienne en Pologne, on n'a pas tout à fait la même perception. Mais plus on va vers l'Est, plus effectivement les gens se sentent directement menacés, raison pour laquelle ils considèrent que l'OTAN aujourd'hui n'a jamais eu une aussi bonne raison d'être. Mais ce que je voudrais dire, et qui me paraît important, c'est que je ne pense pas que les pays occidentaux ont la vision de vouloir annexer, entre guillemets, l'Ukraine, moralement, l'annexer politiquement. Arrimer. Je pense pas. Contrairement à ce que vous avez dit, je ne pense pas que les pays occidentaux, et en particulier ceux de l'Union européenne, ont envie, très vite, d'avoir l'Ukraine comme membre à part entière. Ils en voient tous les avantages, mais surtout tous les inconvénients. Et les inconvénients sont considérables, on aura peut-être l'occasion de le dire. Donc l'essentiel pour les pays occidentaux me paraît être non pas d'aller conquérir l'Ukraine contre la Russie, et encore moins d'aller batailler contre la Russie. La volonté finalement de ces pays, c'est de stabiliser la situation pour qu'il n'y ait ni vainqueur ni vaincu. Je crois que le véritable but des Occidentaux, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vainqueur vaincu. Je resitue la fameuse phrase d'Emmanuel Macron qui a fait tant parler en disant il ne faut pas qu'ils se sentent totalement perdus dans ce conflit. Je crois qu'on sait très bien qu'en bout de course, la Russie va continuer à exister, la Russie ne va pas disparaître. Donc la Russie sera toujours un grand pays. Mais le but des Occidentaux, c'est de faire en sorte qu'il y ait un équilibre, notamment sur le plan militaire, notamment sur le terrain, pour que les deux puissances se neutralisent et qu'il n'y en ait pas une qui gagne sur l'autre. Donc de faire durer la guerre. Ça risque d'être la conséquence tant que Vladimir Poutine, dans la vision occidentale, je dis bien dans la vision occidentale, tant que Vladimir Poutine continue à rêver de cette espèce de fantasme de grande Russie, de l'empire perdu. Alors, je trouve très intéressant que vous ayez cité Macron, précisément, puisqu'en effet, certains ultras lui ont reproché dans un premier temps d'avoir dit il ne faut pas humilier la Russie, il faut être raisonnable, il faut comprendre, etc. Sauf que depuis, la guerre a évolué, et le président Macron aussi. Et il disait encore récemment, je crois que c'était le 31 décembre dernier, sauf erreur, mais quelle que soit la date de la phrase, elle est toute récente, il faut sans faillir aller jusqu'à la victoire. On n'est plus dans le même langage, c'est-à-dire qu'on est dans une dynamique où même des dirigeants qui se présentaient comme, qui voulaient garder un certain équilibre, une certaine raison, en tout cas c'est ce qui était mis en avant, on peut le reconnaître, ont sous la pression et sous la dynamique des événements et sous la pression des ultras, ont adopté une position qui n'est plus la même et qui est dire nous allons sans faillir jusqu'à la victoire. Je ne sais d'ailleurs pas ce qu'il entend exactement par la victoire, mais ce sont des termes qui comptent. De la même manière que Bruno Le Maire disait nous allons faire s'effondrer l'économie russe. On voit bien que ça n'avait pas été le cas. On en a parlé dans une précédente émission. Mais il y a là une sorte de dynamique, j'allais dire presque hors de contrôle, qui fait que on ne veut pas, certains dirigeants européens ne veulent pas paraître moins costauds, moins virils que ceux qui veulent aller plus loin, et sont conduits d'une certaine manière à faire de la surenchère. Et c'est le cas de l'Allemagne, parce qu'en effet, vous avez cité l'évolution de l'Allemagne de ce point de vue-là, elle est notable, mais elle est inquiétante. Quand le chancelier Scholz disait à Munich, en février dernier, nous allons exercer le leadership que chacun est en droit d'attendre de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il entend par là exactement ? C'est-à-dire qu'en effet, certains, on l'entend reprocher à l'Allemagne de se mettre un petit peu en retrait, mais aujourd'hui, avec les décisions qui ont été prises, il y a d'apparence une résolution de regagner, entre guillemets, de reprendre le temps perdu. Et donc, tout ça relève d'une dynamique qui ne correspond pas, à mon sens, à ce que souhaiteraient les peuples, qui souhaitent tout simplement que la paix puisse revenir le plus tôt possible, et les peuples occidentaux, notamment,
souhaite qu'on en tout cas on peut en faire l'hypothèse et rien ne vient le démentir, et de plus en plus, qu'on ne fasse pas pression toujours pour plus d'austérité au même moment où on accroît sans cesse les dépenses qui sont englouties par les marchands de canons, pour prendre cette image. Pierre, il n'y a pas de grandes manifestations contre l'aide fournie par l'Union européenne à l'Ukraine. En France, c'est vrai, ça et je le regrette, mais c'est un fait. Dans d'autres pays, c'est plus compliqué que ça. Et même en Allemagne, il y a eu une pétition qui a été lancée par deux personnalités importantes qui sont en quelque sorte en rupture avec le climat dominant, et qui ont recueilli des centaines de milliers de signatures. Il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations en République tchèque il y a quelques mois, importantes, qui ont rassemblé des centaines de milliers de personnes à Prague. Et il y a eu, dans un certain nombre de pays, des mouvements, et ce que certains appellent la fatigue des peuples. Le mot fatigue, je ne le reprends pas à mon compte, mais qui montre bien que si on demandait l'avis des peuples, on serait probablement surpris de constater qu'il n'est pas exactement aligné derrière. Quand on voit par exemple que la Slovaquie multiplie par 5, compte en 2 ans multiplier par 5 la production des munitions d'artillerie, tout ça a des conséquences sur des ressources qui ne sont pas employées sans doute de meilleure manière. Non, je pense franchement, il y avait un éditorial du Monde il y a quelques mois qui disait, qui donnait acte aux gouvernements occidentaux de faire preuve de fermeté en quelque sorte, et qui concluait en disant maintenant il va falloir convaincre les opinions publiques que cela demande des sacrifices. Et donc au fur et à mesure que les sacrifices en question vont apparaître, je ne suis pas sûr que le consensus apparent que vous citiez se confirme, bien au contraire. Moi, je pense qu'il y a actuellement un consensus pour aider l'Ukraine. En Europe occidentale. Ce consensus, il existe. Vous le disiez, il n'y a pas énormément de manifestations contre. Elles peuvent exister, mais il n'y en a pas beaucoup contre. Mais encore une fois, en Ukraine même, à l'intérieur de l'Ukraine, qu'est-ce que veulent les citoyens? Est-ce qu'ils veulent la paix tout de suite? Est-ce qu'ils veulent qu'on arrête? Est-ce qu'ils veulent qu'on trouve une solution pour arrêter les combats? Ce n'est pas eux qui sont à l'origine des combats. Et donc, il faut remettre les pendules à l'heure pour revoir. En Russie, même chose. Et ils ne sont pas du tout menacés. Aucun pays ne menace la Russie. Aucun pays ne menace. Qu'on ne dise pas que l'OTAN menace la Russie. L'OTAN n'a pas du tout envie de créer un conflit majeur avec la Russie auquel elle n'aurait strictement aucun intérêt. Donc je crois que si on regarde bien l'évolution probable, sur le plan militaire d'abord, sur le plan militaire, je crois qu'il y a une option qui est dite, celle qui fait partie du discours, qui est celle de Macron, effectivement, il faut gagner, il faut vaincre, etc. C'est aussi un discours qui est à destination des autorités ukrainiennes qui sont directement, elles, au combat. Donc ça dépend. Mais quel est l'objectif, je dirais, évident dans la stratégie occidentale? C'est-elle de faire en sorte que l'expansion russe qui a eu lieu dans ce conflit, et notamment le fait qu'au-delà des 2 annexions qui ont déjà été prononcées, c'est-à-dire les 2 républiques du Donbass et la Crimée, et l'annexion de fait qu'ils ont créée sur toute la bande orientale de l'Ukraine, ça, c'est pas acceptable. Donc je pense, en observateur et en regardant un petit peu les experts militaires, qu'effectivement, les Occidentaux n'ont pas envie de faire que de l'Ukraine soit un pays qui supplante la Russie, mais simplement casser le front, couper le front, pour empêcher la Russie de continuer à étendre ses annexions. Qu'il y ait, un jour ou l'autre, un arrangement, c'est pas l'heure aujourd'hui et c'est pas l'heure d'en parler, mais qu'il y ait un arrangement sur le plan territorial, à condition d'impliquer directement les populations, par voie de référendum, mais qu'on ne crée pas des annexions de fait contre les peuples. Là, il s'agit de ça. Il s'agit d'annexions qui sont faites contre les peuples sans aucune garantie internationale. Qu'on imagine à l'avenir, effectivement, des changements de statut, comme ça s'est passé dans l'ex-Tchécoslovaquie, qui, de manière tout à fait pacifique, a décidé de créer 2 États, avec le support de la population. Donc c'est ça qui sera la condition finale pour un arrangement. Raison pour laquelle, aujourd'hui, les Occidentaux, par leur aide militaire, veulent casser cette espèce de bande qui donne aux Russes l'impression qu'ils vont pouvoir conserver leurs acquis territoriaux. C'est ça. Mais des référendums ont été organisés.
sous l'égide de la Russie. On sait ce que veut dire des référendums sous une égide d'une des parties au conflit. Ça ne tient pas la route. Un référendum ne peut être organisé que sous supervision internationale et sous garantie internationale, qui soit acceptée par l'ensemble des parties. Donc aucun référendum n'est acceptable. Mais les États-Unis et l'OTAN ne proposent pas ça, cette solution. Non, pour l'instant, ça n'est pas à l'ordre du jour, puisque ni d'un côté ni de l'autre, on annonce l'idée qu'on va essayer de commencer à négocier. Mais ce que je dis, moi, c'est dans la perspective, effectivement, d'un épuisement ou d'une fin de conflit, il va y avoir probablement, d'ici quelques jours, une contre-offensive ukrainienne qu'on attend, elle se prépare. Donc on sait très bien que le but de la contre-offensive ukrainienne sur le plan militaire, c'est au niveau de Mariupol et Melitopol de casser le front pour empêcher la Russie de refaire cette bande qu'elle vise actuellement, cette bande de jonction qui lui permettrait d'aller jusqu'à la Crimée en réannexant la totalité de la bande orientale de l'Ukraine. Alors, dans ce que vous dites, il y a deux choses. Il y a l'aspect intérieur et extérieur. Vous dites la Russie n'a aucune raison de se sentir menacée. Mais imaginons un instant, pour prendre cet exemple qui est souvent cité, que le Mexique ou bien le Canada deviennent tout d'un coup des alliés proches et abritent sur leur sol toutes sortes d'armements, y compris nucléaires ou conventionnels, de la Russie. Est-ce que vous croyez vraiment que les États-Unis considéraient « mais oui, le droit international vous permet de le faire, c'est parfait, allez-y messieurs ». Non. C'est d'ailleurs déjà arrivé à Cuba. Alors c'est arrivé à la crise les missiles de Cuba. Absolument. Ouais. On pourra y revenir. Donc, que la Russie ne se sente pas menacée, ça, je conteste ça. Elle se sent menacée. On peut discuter de savoir si c'était la bonne manière de réagir, mais en tout cas, il y a bien. Rappelons quand même que l'Ukraine, c'est pas un pays comme ça dans la stratosphère. L'Ukraine était une république qui faisait partie de l'Union soviétique, qui est essentiellement russophone, ukrainophone, mais pour moitié russophone, avec laquelle la Russie entretient depuis des siècles des liens historiques, culturels, linguistiques, mais aussi familiaux. Donc c'est pas un pays qui est en quelque sorte. Et alors il n'y a pas évidemment la notion de sondage n'a aucun sens en ce moment, mais encore il y a peu d'années, vous savez bien que la population ukrainienne n'était pas massivement pour rejoindre l'OTAN. Donc il faut. Moi je suis pas persuadé qu'elle le soit encore aujourd'hui. Il y a une acceptation tacite des Ukrainiens de ne pas. Ne simplifions pas l'état d'esprit de la population ukrainienne. Elle est sous les bombes pour l'instant, mais elle n'est pas forcément à 100% derrière ses dirigeants. Et je pense à toute la partie est du pays qui a souvent été qualifiée de pro-russe. Je vous rappelle quand même que l'ancien président Yanukovych, qui avait été élu en 2010, était considéré comme pro-russe et il avait été élu à la régulière. Personne n'avait contesté cette élection. Donc, ne simplifions pas avec un discours comme Zelensky. Comme Zelensky, absolument, dans des conditions différentes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les choses ne se sont pas transformées en profondeur du jour au lendemain et qu'il y a sans doute une partie dont on n'évalue pas précisément l'ampleur, mais une partie de la population ukrainienne qui n'est pas derrière ses dirigeants et qui se sent plus dans le monde russe qu'autre chose. Donc il faut éviter ces discours, je ne dis pas que vous avez, simplificateurs, qui consistent à dire la population ukrainienne est à 100% derrière ses dirigeants. Non, c'est bien plus compliqué que ça, en l'occurrence. Et ce sur quoi je voulais insister pour aller vers la fin de cette première partie, avant de rebondir sur les contradictions dans la deuxième partie, c'est sur ce que j'évoquais tout à l'heure d'un mot, mais il faut préciser, le plan qui a été décidé par l'Union européenne le 20 mars, est un plan en 3 parties. La première partie, en 3 piliers, c'est l'envoi en urgence de stocks existants de munitions et d'armements. La deuxième partie, c'est d'achat pour renouveler ces stocks, les stocks livrés, des achats en commun, ce qui est un saut qualitatif, c'est-à-dire que certains se demandaient comment faire l'Europe de l'armement, comment faire l'Europe, ce qu'ils appellent l'Europe de la défense, ne savaient pas trop comment faire, et là, la guerre leur fournit en quelque sorte l'occasion de faire ce qu'ils ont présenté comme un virage majeur, un tournant qualitatif. On a pu faire l'intégration européenne grâce à cet aspect-là, donc par des achats, et c'est le deuxième volet, par des achats groupés de munitions et d'armements. Et le troisième volet, donc c'est à chaque fois 1 milliard pour les stocks, 1 milliard pour les achats en commun.
Je rappelle qu'il y a 3,6 milliards qui est du simple fait du fonds, ça s'appelle la Facilité européenne pour la paix. C'est un terme assez ironique si on y réfléchit. Il y a 3,6 milliards qui est, du point de vue des seules institutions européennes, qui est destiné à financer ces investissements. Et le troisième volet, c'est la production, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'accélération de la production des futures munitions. Et là, les marchands d'armes demandent des contrats à long terme. Ils disent, on ne va pas investir si c'est pour s'arrêter dans 2 mois. Donc, on est sur cette triple dynamique, si je puis dire, ce que je dis là est factuel, n'est pas contesté, ils s'en vantent même d'une certaine manière, et qui me semble particulièrement inquiétante. Quand le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait sa tournée en début février, je crois que c'était le 9 février, dans les capitales européennes, il a dit « je ne peux pas repartir les mains vides à la maison » et il n'a pas obtenu immédiatement tout ce qu'il demandait, c'est-à-dire des avions, des chars, etc. à l'époque. Mais depuis, ces demandes qui n'avaient pas été satisfaites sur le coup sont en passe d'être satisfaites. Et donc, il y a cette surenchère des demandes, et puis on ne les satisfait pas tout de suite, et puis on les satisfait, et dans ce cas-là, la direction ukrainienne, Kiev, redemande plus. Ah oui, mais ça ne nous suffit pas encore, il en faut plus, il en faut plus, il en faut plus. Est-ce que alimenter en permanence ce sentiment qu'ils vont pouvoir vaincre, car c'est de ça dont il s'agit, alors même que, comme vous le disiez, nous sommes d'accord sur ce point, aucune des 2 parties n'imposera à 100% son point de vue. Est-ce que alimenter ce sentiment de victoire possible n'est pas extrêmement inquiétant? J'ajoute que le ministre de la Défense ukrainien était invité au Conseil européen qui avait lieu début février, le 9 février, et a invité ses collègues à en rajouter toujours plus. Je crois que ni l'un ni l'autre, ni d'un camp ni de l'autre, ne considèrent que finalement la fin de l'histoire, ce sera la victoire de l'un sur l'autre. Personne ne rêve là-dessus, pas officiellement, mais accepter l'idée selon laquelle, quand on est en conflit, il y a des discours qui se mettent en place. Ces discours, ce sont des discours qui visent à mobiliser une population, qui visent à mobiliser une armée, qui visent à mobiliser finalement l'énergie d'un pays dans un conflit dans lequel elle est directement menacée. Donc ce discours-là, c'est exact. Ces discours, il revient à dire pour l'Ukraine et pour les Occidentaux, il faut impérativement qu'il y ait la victoire de l'Ukraine, autrement dit, sachant très bien que ça ne sera jamais possible. Et même chose pour la Russie. La Russie, Vladimir Poutine a toujours en tête l'idée que ses buts restent et que le temps, la durée de ce conflit lui permettra de se refaire et finalement d'arriver un jour ou l'autre à refaire basculer dans son sens le sens de l'histoire. En sachant très bien ce qui n'existe pas chez les pays occidentaux, c'est que lui a réussi à museler totalement son peuple. Il n'est pas question d'avoir une seule opinion qui diverge du bien fondé de cette intervention russe en Ukraine, alors qu'en Occident, les opinions sont libres, toutes les opinions peuvent s'exprimer, on n'empêche personne d'exprimer ses opinions. Donc là, il y a déjà un déséquilibre entre les 2 points de vue. Donc soyons... On a fait fermer RT France quand même. Comment ? RT France oui. A été fermé. Ça a été, bon, c'est peut-être, à mon avis, c'est une erreur, parce que je ne suis pas sûr qu'en fermant une télévision, le problème d'RT France vient du fait qu'étant directement financé par le gouvernement de Vladimir Poutine, et là, il y avait un véritable problème. Par l'État russe. Comme Radio France Internationale ou France 24 par l'État français. C'est très clairement, RT France n'est pas, et aujourd'hui encore, n'est pas RT ou RT Europe, n'est pas du tout dans la configuration de pouvoir ouvrir. Moi, je faisais partie des derniers intervenants à RT France où j'avais l'impression effectivement d'être relativement libre de mes propos. Et ça, je m'en félicitais. Mais le jour même, le 24 février dernier, lorsque j'ai vu ce qui se passait, j'étais dans les studios de RT France à ce moment-là. J'ai vu le discours de Vladimir Poutine. Ils m'ont demandé immédiatement après le discours, ils disent « Qu'est-ce qui se passe ?» Bon, je leur dis ce que je pensais. Le soir même, j'ai dit dans ces conditions, toute collaboration est maintenant interrompue. Il n'est plus question que je continue cette collaboration. Donc, je crois que... de toute façon, c'est pas bon qu'une voix, même si elle est très dissidente, soit fermée. Ça, je crois que c'est pas bon. Mais donc, c'est la preuve qu'il n'y a pas de liberté d'expression dans le camp occidental. On ne peut pas en déduire ça. Toutes les chaînes de télévision sont autorisées, sauf peut-être celle-là. Mais toutes les autres qui n'expriment pas toujours la même opinion sont autorisées. En Russie, non.
En Russie, moindre déviation, c'est la prison. C'est 20 ans de prison. Non, il faut quand même être réaliste. Il y a un pays dans lequel il y a une liberté d'opinion globale et un autre pays où il n'existe plus. Elle a peut-être existé, mais elle n'existe plus. Alors, vous savez qu'il y a deux discours là-dessus. Il y a ceux qui affirment en effet cet aspect, et puis ceux qui disent mais c'est dramatique parce que les citoyens russes, dans l'immense majorité, sont tellement intoxiqués par le pouvoir qu'ils le suivent servilement et le soutiennent. Oui. Donc bon, il faut trancher entre ces deux choses. Je pense que la réalité est plus complexe. En effet, c'est un pays qui est en guerre. Et donc, mais en même temps, je ne pense pas que Vladimir Poutine ait pris une décision qui aille à l'encontre de la majorité du sentiment de ses compatriotes. C'est exact. Parce que Vladimir Poutine aura réussi complètement à monoïfier, à rendre homogènes les opinions dès le moment où on interdit totalement l'expression différente. Effectivement, il n'y a pas de place pour n'importe quelle opposition. Avec une nuance près, c'est qu'on pourrait très bien comprendre qu'en Ukraine, effectivement, il serre un petit peu la vis des médias pour essayer de mobiliser les gens. Mais en Russie, il n'y a pas de combat en Russie. À ce que je sache. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas une armée ukrainienne ou une armée d'un autre pays qui est en train d'agresser directement la Russie. Enfin, il y a un pays qui est en guerre, de fait, même si ce n'est pas le mot qui est employé officiellement, et qui se sent de toutes parts, en tout cas dans le camp, qui se sent soumis à la pression du camp occidental, qui, par ailleurs, un pays qui n'est pas isolé sur le plan international, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire penser. Et quand vous disiez, ça, Vladimir Poutine a réussi à unifier le camp occidental, on va y venir dans un instant dans la deuxième partie pour savoir s'il y a des contradictions ou pas, mais en tout état de cause, selon le terme qui a été employé, je crois que c'est par le président Macron à Munich, toujours cette conférence sur la sécurité en février, où il disait, Emmanuel Macron disait, nous, camp occidental, nous avons perdu la confiance du Sud global. Et donc c'est une manière de reconnaître qu'en réalité les thèses occidentales ne sont pas, et de loin, partagées sur l'ensemble de la planète. Il faut peut-être préciser là-dessus parce que c'est très important. Sur cette évolution des opinions sur le plan mondial par rapport à ce conflit. Aucun pays, à ma connaissance, n'a décidé de soutenir militairement la Russie dans son action guerrière contre l'Ukraine. Par contre, ce qui est vrai, c'est ce qu'on a vu pour la Chine, mais c'est ce qu'on a vu aussi un certain nombre de pays non alignés, ne veulent pas rentrer dans une dynamique qui les placerait trop directement impliqués dans un camp ou l'autre. Donc c'est une réserve. C'est pas du tout de prendre parti pour un parti ou pour l'autre, mais c'est une réserve. Quand Xi Jinping, le président chinois, assure Vladimir Poutine de son amitié profonde et inébranlable, il se garde bien de lui promettre quoi que ce soit en matière de livraison ou d'aide militaire à la Russie. Alors même que les dirigeants occidentaux l'accusent de se préparer à ça. Non, les dirigeants occidentaux envoient un signal à Xi Jinping en disant c'est une ligne rouge qu'il ne faudra pas franchir si vous voulez qu'on continue ensemble sur le plan commercial, sur le plan économique, les échanges, etc. En général, c'est une ligne rouge. Les dirigeants chinois sont peu impressionnés par les lignes rouges ou jaunes. Sur le plan économique, ça peut les impressionner. C'est quand même le camp occidental. C'est que si on supprime à la Chine ses débouchés sur l'Europe et sur l'Amérique du Nord en particulier, je crois que pour la Chine, ça serait des conséquences trop graves. Et puis d'autres choses. La Chine observe un petit peu ce qui va se passer parce que elle a l'œil, bien sûr, sur l'avenir de Taïwan. Et l'avenir de Taïwan va dépendre en grande partie de l'évolution du conflit qui se passe en Ukraine. Est-ce que moi, je peux prendre le risque ou pas? Alors, j'espère qu'on parlera dans un prochain débat de Taïwan. Oui. Non, mais c'était une allusion. Et donc, je vous propose que nous concluions la deuxième partie. Que nous passions à la deuxième partie. Donc merci à tous d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager et désormais l'émission va se poursuivre pour ceux qui sont abonnés au Mensuel Rupture et aux Médias pour tous. Merci à tous et à très vite.